Une ville, c'est un peu comme un être vivant qui d'un côté consomme plein de choses et d'un autre côté produit des tas de déchets. Du coup, les villes dépendent directement ou indirectement de dizaines de milliers d'hectares de champs, de forêts, de plaines, d'océans, de montagnes et de sous-sols. Dans cette histoire, on va vous parler du déchet organique et des nutriments qu'ils contiennent qui sont nécessaires à la vie, comme l'azote, le potassium ou encore le phosphore. Bon, alors ça c'est nous. On est tous des acteurs de ce qu'on a appelé l'opération phosphore. L'opération phosphore, c'est un projet de co-création entre des citoyens, des scientifiques et des autorités publiques pour améliorer la collecte, le traitement et la valorisation des déchets organiques urbains. Attendez, pas tous en même temps. On va d'abord aller parler avec Simon, du Centre d'écologie urbaine, coordinateur du projet. Lorsqu'on parle déjà de déchets organiques, il faut déjà bien comprendre qu'on parle des déchets alimentaires et des déchets verts. Et dans ces déchets alimentaires, il y a les déchets cuits et les déchets non cuits. Et dans les déchets verts, on a les déchets plutôt de pelouse et les déchets plutôt de taille, les bois. Et si tu veux, la majorité de ces flux de matière organique à Bruxelles, qui représentent quand même presque 200 000 tonnes par an, on peut les qualifier de linéaires, c'est-à-dire que, grosso modo, ils ne retournent pas de là où ils viennent et ils sont la plupart du temps perdus parce qu'incinérés pour grande partie, pour 80%, dans l'incinérateur de Bruxelles, avec récupération d'énergie, mais incinérés tout de même. Et ça fait pas plaisir aux partenaires de l'opération phosphore. Parce qu'en même temps qu'on brûle les biodéchets urbains, un pays comme la Belgique importe chaque année des milliers de tonnes de phosphore et de potassium pour son agriculture. On est allé en discuter avec Stéphane du laboratoire d'urbanisme et d'infrastructures écologiques de l'ULB. Au lieu de creuser les roches pour extraire le phosphore, qui de toute façon va toucher à une fin d'ici quelques décennies, c'est mieux d'essayer de faire circuler le phosphore présent déjà dans le cycle alimentaire pour amender les sols avec le phosphore qu'on récupérait dans les villes. Parce que qu'est-ce qui va se passer si le phosphore s'épuise? La conséquence directe sera une baisse de la productivité de l'agriculture, parce qu'on ne donne pas suffisamment de ressources au sol pour que le sol puisse nous nourrir. Et cette baisse de productivité se traduira d'une manière ou d'une autre en des conflits sur les ressources alimentaires. Donc nous, en Europe, on sera peut-être protégés de la famine, mais on va répercuter cette famine sur d'autres populations sur la planète qui, eux, ils n'auront pas de quoi se nourrir. Vous connaissez le précepte, penser global, agir local. Eh bien justement, des tas de projets se développent aujourd'hui pour détourner les biodéchets de l'incinérateur. À Bruxelles, notre aventure commence avec le compostage individuel et collectif soutenu par l'Agence régionale pour l'environnement et l'association WORMS qu'on est allé rencontrer. WORMS, c'est une association qui est née d'un projet citoyen à la base il y a bientôt presque 10 ans. Dont le but était de valoriser de manière locale, le plus locale possible, les déchets organiques qu'on mettait dans le sac tout venant. Donc ça a fait des petits, en 10 ans, on est passé de 5 composts de quartier à plus de 150. Et nos missions se sont étendues à la formation maître composteur, formation grand public, l'encadrement du réseau des maîtres composteurs, au point Info Compost, donc on est la hotline bruxelloise pour les questions de compostage. Et encore récemment, ça s'est agrandi pour l'accompagnement en milieu scolaire. Just hope I don't kill any mice. Now they're in the sauna, they're having fun. That's not the innovation. Compost and sauna. Let me think about it. Should I take over a bit? Yes. Thank you. Plus le traitement et la question de déchets est proche aux citoyens, mieux va être en fait la qualité de ce qui sort du processus. Parce qu'un citoyen qui participe à un compost de quartier, et ça on le constate à Bruxelles et dans d'autres villes avec des démarches citoyennes pour le compostage, un citoyen qui participe dans un compost de quartier, il comprend
le processus. Il sait à quoi il participe. Il sait que ce n'est pas bien de mettre une canette de Coca-Cola dans un sac de déchets organiques. Ça a l'air génial le compostage individuel ou collectif. Mais bon, pour la plupart des habitants, le plus simple, c'est quand même d'utiliser une poubelle qui sera ensuite collectée par la ville. Ces déchets sont alors emportés quelque part pour être valorisés en gaz ou en compost dans des grands centres industriels. Et pour ça, les pouvoirs publics investissent des sommes colossales au travers de partenariats publics-privés complexes. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres solutions, plus proches des citoyens et de l'agriculture périurbaine ? Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple pouvoir retourner nos épluchures à notre marchand de légumes ? Est-ce qu'on pourrait professionnaliser le compostage de quartier ? Est-ce qu'on pourrait imaginer de la micro-biométhanisation en plein cœur de la ville ? C'est ce genre de questions qu'on s'est posées au sein de l'opération Phosphore. Et pour y répondre, on a voyagé, rencontré des tas de gens, et puis on a suivi des projets concrets. On essaye de voir dans quelle mesure on pourrait construire une solution par rapport à la gestion de déchets organiques avec les citoyens, avec les initiatives qui émergent déjà dans les quartiers. Et la question ne sera pas une grande usine ou des petites initiatives dans le quartier, mais plutôt comment on pourrait rendre ces deux approches cohérentes et comment ils pourraient coexister à Bruxelles. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je ne connais aucune ville qui a essayé de vraiment construire un système sur ces deux pôles en même temps. C'est en 1883, pour que Paris ne disparaisse pas sous les déchets qu'elle produit, que le préfet Eugène Poubelle oblige les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition de tous les habitants des récipients. 150 ans plus tard, l'invention de la poubelle a toujours le vent en poupe. À Bruxelles, comme partout en Europe, on en voit de toutes les couleurs. Bleu canette, jaune papier, vert gazon, jaune carton, blanc plastique. Dans notre histoire de biodéchets urbains, c'est l'orange qui va nous intéresser. Orange organique. Aujourd'hui, nous sommes sur la place Saint-Job à Uccle pour savoir où vont les sacs oranges. Est-ce que vous connaissez le sac orange ? Non, pas du tout. Ah, le sac orange, c'est pour anti-gaspillage, c'est pour la nourriture, non ? Il s'agit de déchets alimentaires. Non, moi je ne les fais pas encore, mais par contre, ça m'embête quand ça traîne pendant 2 ou 3 semaines. Et ça sent pas bon. Et tu sais où va le sac orange ? Alors là, pas du tout. Alors, concrètement, non. Dans le compost pour les plantations de la ville. Normalement, ça devrait servir à faire du compost. C'est ce que j'espère. Comme tout ça ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce qui se cache derrière les sacs oranges, nous sommes allés rencontrer l'agence bruxelloise en charge de la gestion de la propreté, ABP pour les intimes, partenaire de l'opération Phosphore. Les collectes organiques à Bruxelles Propreté ont démarré en 2013. Et elles ont démarré en 2013 parce que l'Europe nous impose d'atteindre un taux de recyclage de 50% pour 2020 et qu'en 2013, on était aux alentours de 30%. Donc il y avait encore un chemin considérable à effectuer. Et le potentiel le plus important dans les déchets ménagers, c'est le déchet organique. Donc il faut savoir que 50% environ de la poubelle résiduelle est constituée de déchets organiques. Tous les déchets organiques collectés à Bruxelles, par Bruxelles Propreté, sont acheminés vers leur centre de transbordement situé à Nederoever-en-Beek. Ils sont ensuite redirigés, acheminés par des camions semi-remorques vers les 2 centres de biométhanisation de Lix et celui de Ypres. Résumons. Quand le citoyen trie ses déchets organiques, la collecte, le transport et le traitement sont financés par la collectivité, donc avec nos impôts. Pour vous donner une idée, le sac orange nous coûte entre 15 et 25 centimes du kilo. Au final, grâce à ces politiques publiques, une partie des biodéchets bruxellois est détournée de l'incinérateur pour être valorisée en gaz et en compost. Ah oui, ah tiens, ça c'est magnifique par contre. Sur le papier, oui, c'est génial de prendre, on dit, de la matière organique, on la dégrade dans un fermenteur comme dans un estomac, donc des bactéries dégradent la matière organique pour produire du biogaz, mais dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Depuis plus de 10 ans, on s'échine à Bruxelles sur la question de la construction d'une usine de biométhanisation pour ne pas exporter les biodéchets en Flandre et en Wallonie. La question est complexe. Pour apporter une réponse, l'opération Phosphore a dû chercher un peu d'inspiration ailleurs en Europe. Dans le petit milieu de la gestion des biodéchets, il y a un nom qui revient souvent. Barcelone.
On dit qu'ils sont à la pointe, qu'ils collectent à tour de bras, qu'ils biométhanisent comme personne. On dit que là-bas, le compost coule à flot. Alors nous y sommes allés. Nous, c'est Stéphane, le chercheur de l'ULB, et ça, c'est moi, qui, durant le voyage, vais apprendre à me servir d'une caméra. Mais d'où vient la légende barcelonaise ? À la fin des années 90, avec le soutien de l'Union européenne, la Catalogne investit dans d'immenses installations dites de tri mécano-biologique, le TMB. Ecopark 4, 3, 2, 1. Trata tanto la fracción orgánica como la fracción resto mediante dos líneas diferenciadas, de tratamiento mecánico y biológico. L'idée, c'est d'envoyer la poubelle tout venant telle qu'elle, et la machine fait le tri, y compris des biodéchets. En off, l'agence catalane de gestion des déchets ne nous en dira pas vraiment du bien. Aujourd'hui, le tri mécano-biologique n'est plus reconnu par l'Union européenne comme une manière de faire du recyclage. Du coup, les villes doivent mettre en place le tri à la source des biodéchets, comme Bruxelles et son sac orange. Barcelone, jour 0. On pose les valises chez notre hôte, Xavier, un Belge, mais c'était pas fait exprès. Hey, bonjour Xavier. Welcome, bienvenue. Entrez. Barcelone, jour 1. On retrouve l'agence catalane de gestion des déchets. Avec eux, on part visiter une petite usine de biométhanisation à Granollers, à 30 km de Barcelone. Ici, à la différence du TMB, on ne traite que des matières organiques. Vanessa Abad, la directrice, nous fait visiter le site. We have a trommel. The size of the trommel is 100 milliliters, and separated into fractions. The reject goes to the composting plant, and we do a stabilization of this fraction. And the organic Et là, fraction, on comprend que biométhaniser du déchet urbain, c'est effectivement pas évident. Les 40 premiers mètres de l'usine sont uniquement dédiés à corriger les erreurs de tri des habitants. Et en voyant le flux entrant, on a du mal à croire qu'il y aurait que 10% d'impuretés comme on nous le dit. Du coup, le soir, on discute un peu avec notre hôte pour savoir ce qu'il fait de ces biodéchets. Il n'y a pas un conteneur pour le déchet organique ? Peut-être il y en a, mais moi j'ai jamais entendu parler. Et en fait, à chaque coin de rue, il y a bien une poubelle pour les déchets organiques. Et ça, c'est assez représentatif de ce qu'on a trouvé en faisant les poubelles organiques. Xavier n'est visiblement pas le seul à ne pas être au courant. Barcelone, jour 2. Après une visite d'un marché et d'un compost collectif, nous partons visiter une petite plateforme de compostage qui tourne bien depuis 20 ans. Ici, on ne produit pas de gaz, mais on produit un compost de classe A, valorisable dans l'agriculture bio, donc plus rentable à la vente. Sur la pureté du flux entrant par contre, c'est pas encore gagné. Biométhanisation, compostage, notre cœur balance. De quoi a-t-on besoin à Bruxelles, sachant que les sacs orange pèsent aujourd'hui 10 000 tonnes ? Peut-être que ce serait un bon début de trouver 3 endroits pour faire des usines de compostage, en commençant avec des usines d'environ 5 000 tonnes par an et dont la capacité pourrait monter jusqu'à 15 000 par exemple. Pour l'une de ces usines, si la collecte sélective continue de s'améliorer et est de bonne qualité, y mettre un digesteur, mais seulement si vous avez atteint une certaine quantité et surtout qualité, parce qu'un digesteur en anaérobie a besoin d'une très bonne qualité, parce que c'est un équipement de traitement plus sensible que le compostage qui, lui, est plus robuste. De retour à Bruxelles, nous défendrons cette idée. Contrairement à la méthanisation, le compostage industriel est modulable, moins sensible aux impuretés, moins coûteux en investissement, et il marche aussi bien avec les déchets de cuisine que les déchets de jardin. Barcelone, jour 3. Qu'a-t-on appris de notre escapade barcelonaise ? De manière générale, que la question de la gestion des biodéchets urbains est au fond un problème social que les prouesses techniques de nos ingénieurs ne peuvent pas entièrement pallier. Pour produire un compost de qualité, sans plastique, sans polluants, il faut que le tri soit bien fait. Et pour ça, il ne suffit pas de mettre des poubelles organiques à chaque coin de rue ou de dire que le tri est obligatoire. Il faut que tout le monde comprenne. Et ça, dans les grandes villes, ça prend du temps. D'où l'idée défendue par l'opération Phosphore de construire à Bruxelles de petites usines de compostage modulables en fonction des quantités de biodéchets réellement collectés. Sauf que voilà, la biométhanisation présente un gros avantage. Elle produit de l'énergie et bénéficie de certificats verts qui sont une aide à la production d'énergie verte. Donc la tendance du privé, du semi-public, je ne sais pas, c'est un moment d'essayer de rentabiliser au maximum. Et dans ces cas-là, effectivement, la tendance va être d'augmenter le volume. Ça dépend des pays, mais par exemple en Belgique, un intérêt pourrait être de produire le maximum d'énergie pour récupérer un maximum de certificats. Donc après, il faut regarder dans les plans financiers, etc. Mais ça peut devenir très intéressant. Mais pour ça, il faut produire un maximum de biogaz avec des intrants qui sont très méthanogènes et qu'il faut peut-être faire venir de l'extérieur aussi.
Maintenant, toute la question est de savoir si, étant donné l'offre, les capacités de traitement en Belgique, on a besoin d'avoir des usines supplémentaires pour faire de la biométhanisation. Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est de savoir si une biométhanisation en milieu urbain, c'est adéquat. L'important aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette décision politique se fasse avec une bonne information. Au moment où ce film est écrit, rien n'est encore décidé. À Bruxelles, le choix d'une grande infrastructure donne lieu à des négociations complexes où chacun défend ses intérêts. Les multinationales préfèrent des usines plus grandes, plus sophistiquées, et poussent les politiques en ce sens. Comme la production d'énergie renouvelable est devenue une priorité, la méthanisation est clairement favorisée. Pourtant, pour l'opération Phosphore, la maîtrise des coûts et le retour des nutriments à l'agriculture sont tout aussi importants. Les enjeux énergétiques pourraient faire passer les enjeux agricoles au second plan, voire aux oubliettes. Alors pour être entendu, l'opération Phosphore a dû faire du lobbying auprès des politiques. Depuis plus de 2 ans maintenant, l'opération Phosphore mène un travail de recherche avec un tas d'initiatives de terrain qui gèrent leurs biodéchets localement. Pour comprendre ce travail, nous retrouvons son coordinateur Simon. Au départ, notre stratégie, c'était de partir des expérimentations de terrain. Et on s'est dit, on va aller capter toutes les pousses de l'innovation qui font mieux, qui gèrent de manière écologique, locale, juste leurs matières organiques, leurs biodéchets alimentaires et ou verts. Et on a démarré avec 3 Living Labs, 3 sortes différentes. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était absolument pas représentatif de Bruxelles, qu'on devait aller chercher ailleurs d'autres acteurs qui puissent nous donner un aperçu réel de la ville. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Pour comprendre à quoi ça ressemble sur le terrain, nous vous proposons une petite balade dans la région de Bruxelles-Capitale. On commence à Schaerbeek. Là-bas, le service vert expérimente le compostage de ces déchets verts de parc directement sur place. En fait, on est parti du constat qu'il y avait énormément de déchets verts, jusqu'à 700 tonnes par an. Donc dans les espaces verts qui le permettent, on aimerait qu'il y ait donc des composts comme celui qui est ici, où ces déchets sont compostés et ne sont plus évacués, ce qui ferait des économies en termes d'argent et aussi diminuerait les émissions de CO2 puisqu'il n'y a plus de camions grappins qui ferait ce transport des déchets verts. Ce compost serait géré par notre service propreté espace vert, mais accessible aux citoyens qui viendraient aussi l'alimenter en matière organique, en matière humide. Dans chaque bac, c'est différent, c'est ça. Ça nous rapproche aussi un peu des citoyens. Les gens voient ce qu'on fait, comment on le fait, et finalement, de ce qu'on nous on a appris grâce à ça, on arrive à le transmettre et à l'avenir travailler avec les citoyens. Nous allons maintenant dans une école primaire à Uccle, où le déchet organique est une ressource pédagogique. Au même titre qu'on met les papiers à droite, les PMC à gauche, et on met aussi les déchets organiques à un endroit. Donc dès qu'il y a des fruits, tout ça au réfectoire va dans des seaux, et ces seaux sont transportés par les enfants vers le compost. Voilà, donc ici je dois remettre un petit peu de broyat, parce qu'en fait donc, ils ont déposé leurs déchets de compost. Et en fait, donc c'est pour éviter que les mouchettes apparaissent trop vite. Donc, une fois que c'est rempli, je prends la poubelle et en fait, je vais me diriger en fait dans le compost. Et voilà. Et en fait, voilà. Et ici, il y a le bac de compost que je transfère ici. Le compost, quand il arrive à terme et qu'il est filtré, il va soit dans le jardin pédagogique, soit dans la zone incroyable comestible. Donc on a un circuit qui est extrêmement court. Nous nous rendons maintenant à Ixelles, chez Refresh, une cantine de quartier anti-gaspillage et zéro déchet. Refresh, c'est un projet multifacette. C'est essentiellement donc une cantine de quartier et qui fait de l'insertion professionnelle en cuisine. On est dans le jardin de chez Refresh, un jardin urbain, on est en plein centre de Bruxelles. On a réussi à mettre en place un jardin qui soit à la fois beau, productif et pédagogique. La gestion des déchets organiques, c'est quelque chose qui me plaît depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir en fait, essayer de mettre en place des dispositifs et une manière de fonctionner dans le cadre de l'Oreca, d'un projet Oreca, pour essayer de mieux gérer les déchets organiques. Toute cette matière organique aujourd'hui se distingue en 2 types de déchets. Les déchets en amont qui sont essentiellement les épluchures et les déchets en aval qui sont les déchets organiques issus des restes de repas. Le premier, en fait, on le dépose dans le compost qui est derrière nous, en fait, dans le poulailler, et il sert à fabriquer de la matière organique et un humus et un compost qui va être réutilisé dans le jardin.
Le deuxième flux, donc les restes, lui, il est mis actuellement dans les sacs orange qui sont ensuite envoyés à la biométhanisation à Ypres. Si l'opération Phosphore travaille avec près de 30 Living Labs, il faut aussi compter 150 composts de quartier et des myriades d'initiatives à l'échelle individuelle dont vous faites peut-être partie. Cette gestion en proximité des biodéchets présente de nombreux avantages. Jean-Marie Savino, formateur et consultant au comité Jean-Pain, nous explique. Alors, le compostage de proximité, ça responsabilise les acteurs parce que du coup, il y a une contribution de leur part à trier à la source, mais parfois aussi participer au traitement. Donc c'est un avantage parce que du coup, on voit le lien entre production alimentaire et traitement sur place. D'ailleurs, ça fait réfléchir au gaspillage alimentaire. Et troisième aspect, c'est quand même le coût. En fait, c'est une solution qui permet aussi de limiter l'apport à la collecte et le traitement public ou privé. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. La densité de la ville est un obstacle évident au compostage de proximité. Pour de nombreux restaurants, magasins ou ménages, la collecte reste la seule solution. Mais là aussi, des acteurs innovent et organisent le retour des biodéchets à l'agriculture proche. Dans le cadre de l'opération Phosphore, le magasin de producteurs Roots, situé dans le quartier européen, met en place un modèle de collecte en container d'un genre nouveau, le Back to Roots. L'idée, c'est de dire qu'on a un magasin alimentaire de proximité d'abord, mais aussi un pôle de recyclage des déchets organiques. Vous voyez ici, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une logistique inversée. Vous allez avoir votre seau, hop, comme monsieur et madame. L'idée, c'est de l'amener ici dans la box. Nos producteurs ont ramené certains produits alimentaires et au lieu de repartir à vide, ils repartent à plein. Ils vont composter sur ferme et utiliser ce compost pour enrichir leur sol. L'ambition, c'est de se dire que demain, dans Bruxelles, à horizon 10 ans, on peut espérer qu'il y en ait 100 comme ça. On ouvre le tiroir, et là on vide, et là on applaudit tous. Attention, oh là là, un projet tant attendu, ça fait 1 an et demi qu'on en rêve. Et voilà. Bravo. C'est un petit pas pour les consommateurs de Roots et c'est un grand pas pour l'humanité. En 2016, la coopérative agricole Verdiris a initié la collecte des biodéchets de ses clients restaurateurs et magasins. Nous les retrouvons dans une émission de radio enregistrée en 2017. Ce qu'on teste depuis 2 ans et qui est toujours en cours, c'est effectivement de coupler la livraison à la collecte de déchets qui se fait pour l'instant en sac en plastique. Mais quels déchets exactement ? Alors ça, c'est des déchets uniquement de matière végétale, non cuite ou cuisinée. Donc ce sera des épluchures de fruits et légumes, éventuellement du marc de café mais sans le filtre. En tout cas, ce qui est exclu, c'est tout ce qui est reste d'assiette ou reste de repas et tout ce qui est d'origine animale. Et c'est là que les choses commencent à se corser. Depuis la crise de la vache folle dans les années 90, les règles sanitaires pour la gestion des sous-produits animaux se sont durcies, touchant indifféremment le secteur de l'agroalimentaire et les Living Labs de l'opération Phosphore. Nous retrouvons sur ce point notre coordinateur Simon. C'est-à-dire que les innovations socio-techniques qu'on a identifiées, on a une trentaine de Living Labs, toutes elles sont dans l'illégalité. Elles ne respectent pas les règlements européens que je pourrais vous décrire plus tard. Et donc il y a un système qui est verrouillé au plan réglementaire et ce qui est un vrai problème. Et donc depuis 1 an, il y a, on va dire, un groupe de travail qui est en train de se mener pour essayer de préparer les lignes directrices d'une réglementation bruxelloise pour qu'elle puisse être discutée et mise en débat au niveau des élus bruxellois. On espère, avec ce travail structurel, pouvoir donner davantage de place et de pérennité aux pousses décentralisées. Pour expérimenter cette évolution de la réglementation, l'Agence régionale de gestion de l'environnement, partenaire de l'opération Phosphore, suivra en 2020 le projet Recyclo qui s'inspire du contexte français. On va tester le compostage de proximité des sous-produits animaux de la restauration collective et traditionnelle sur 1 année. Mais on a un projet sur 5 ans. Pourquoi 5 ans ? Parce que d'ici 2023, fin 2023, il y aura l'obligation du tri à la source des biodéchets pour l'ensemble des acteurs, dont les professionnels. Et donc on se dit que c'est une belle opportunité. Au départ, notre prisme d'attention, c'était une analyse sur l'échelle industrielle qu'on connaissait bien et aussi l'échelle locale, donc tous les compostes de quartier dont on a parlé et qu'on connaissait de mieux en mieux. Mais ce qu'on a aussi appris, c'est que dans certains pays européens, il y a aussi une échelle intermédiaire entre l'échelle très locale et l'échelle
industriels, donc des acteurs qui sont des entrepreneurs urbains et qui en fait sont particulièrement intéressantes pour nous parce qu'ils viennent en quelque sorte combler le puzzle qu'on voulait co-créer ensemble. Pour voir à quoi ressemblent ces nouveaux métiers, on a décidé d'aller en France. Comme on avait regretté d'avoir pris l'avion pour notre voyage à Barcelone, on a acheté cette fois-ci des billets de train. Mais pas de chance, c'était la grève contre la réforme des retraites. Du coup, on a pris la voiture. On, c'est moi et puis Mathieu, l'homme à la caméra. Dans notre histoire de biodéchets, la France nous intéresse pour deux raisons. Elle oblige une grande partie des professionnels à trier leurs biodéchets et elle autorise et encourage le compostage de proximité. Nous avons rendez-vous ce matin à Nantes avec Colline Billon de la tricyclerie. Le concept, c'est d'allier le tri des déchets organiques et le vélo, c'est notre moyen de transport. Donc on va collecter les déchets organiques auprès des professionnels. Ça va être à la fois des restaurants, des épiceries, des écoles. Et en l'espace de 2 ans, on est passé de 500 kg à aujourd'hui 7 à presque 8 tonnes tous les mois de biodéchets collectés. On est considéré comme site de proximité, donc on n'a pas spécialement d'agrément sanitaire à faire ou de demande d'ICPE. Et en fait, on a plusieurs paysans à proximité au sud de Nantes qui sont intéressés par avoir d'un coup 8 tonnes. Et simplement, c'est comment est-ce qu'on gère cette logistique parce que nous, on n'a pas de camions suffisamment grands. Et eux, à part des tracteurs, ils peuvent pas, ils n'ont pas les capacités logistiques. Avec le succès de la démarche, les quantités collectées augmentent de plus en plus et les composts à l'intérieur de la ville débordent. La ville se rappelle alors qu'elle a besoin de l'agriculture. Et c'est là qu'intervient la coopérative Compost In Situ. Créée en 2015, l'entreprise permet à des établissements publics ou privés de valoriser leurs biodéchets en créant des amendements de qualité pour les agriculteurs. C'est des amis belges qui viennent faire un reportage sur... Oui, vous êtes connus, hein. Nous, on a réussi à jouer avec le fait de structurer notre manière de faire en créant des micro-plateformes agricoles et donc qui réussissent à s'intégrer à l'intérieur de la réglementation sur le compostage de proximité. Tout ce qui est en dehors du compostage réellement en bout de champ, on le gère ici. Et c'est là qu'on stocke aussi nos équipements à l'intérieur du hangar et on va vous les montrer juste après. Au bout de 50 tonnes qu'on va avoir collectées et qu'on aura sur la plateforme, là on va l'amener et le mettre en andin directement sur les plateformes agricoles. Donc ça c'est un pré-compostage. Oui, on peut appeler ça un pré-compostage. Ce mélange de déchets verts et de déchets de cuisine va ensuite être épandu en andins chez un agriculteur partenaire. Lors du premier mois, ces andins sont retournés pour assurer la montée en température et l'hygiénisation de la matière. 6 mois plus tard, les quelques impuretés sont passées au criblage et le compost est utilisé dans les champs. Avec ces nouveaux entrepreneurs, les nombreuses initiatives citoyennes et les grandes solutions industrielles, l'opération Phosphore dispose désormais de toutes les pièces du puzzle. Nous allons maintenant tâcher de comprendre le processus de co-création. C'est un projet de recherche particulier dans la mesure où on s'écarte quand même de la méthode conventionnelle de faire de la recherche en milieu universitaire. Le défi de ce projet, c'était de sortir de nos spécialisations académiques bien rangées pour essayer de dialoguer, pour comprendre un système, donc un système complexe qui aucune spécialisation a une vue d'ensemble. Pour moi, il y a 2 échelles de participation à bien avoir en tête. Il y a vraiment ce qu'on peut, selon moi, appeler de co-création au sein du consortium de recherche, au sein duquel on a vraiment tout fait ensemble. Toutes les étapes de la recherche ont été faites en collectif. On a vraiment co-créé depuis la question de recherche jusqu'à l'interprétation des résultats. Et après, il y a un cercle plus étendu qui sont tous les acteurs de terrain. Donc on a organisé des ateliers avec les citoyens, avec des entreprises, avec les différents acteurs qui interviennent dans le système de matières organiques à Bruxelles. Et on a discuté des éléments du système avec eux. Nous avons fait appel aux maîtres composteurs qui sont actifs dans la ville. Nous avons fait appel aux gestionnaires de compost de quartier. Donc déjà des personnes qui sont impliquées dans ce système-là, mais on a aussi été dans la rue, recrutés avec un panneau, des formulaires en disant aux gens qu'est-ce que vous faites de vos matières organiques, est-ce que ça vous intéresse de réfléchir avec nous? Donc on a décrit ce qui a été discuté, voilà les propositions qui émergent au niveau des composts de quartier, voilà ce qui serait envisageable au niveau des commerçants, et on a agrégé ces types de connaissances, ces types d'input dans un narratif qualitatif. Donc le narratif, c'est une histoire qu'on a écrite collectivement ensemble sur ce à quoi pourrait ressembler le système. Ça, c'est un narratif. Et après, ce narratif, qui était très qualitatif, très écrit, on l'a traduit en chiffres parce que c'était important aussi. Les interlocuteurs qu'on va avoir, c'est aussi les cabinets politiques.
Et ces cabinets, ils ont malheureusement ou heureusement besoin d'avoir des chiffres. Et pour la première fois, en tout cas à notre connaissance, il y a un système nouveau qui est proposé au gouvernement et qui prenne en compte toutes les 3 échelles dont j'ai parlé tout à l'heure. L'échelle locale, l'échelle industrielle et aussi l'échelle intermédiaire. Et pour la première fois, on peut la figurer de manière très claire en flux. On peut voir comment finalement certains acteurs vont changer leurs pratiques pour écologiser en quelque sorte le système de collecte et de traitement des matières organiques. Comment résumer tout ça dans quelque chose qui est compréhensible assez rapidement? Au cœur du scénario de l'opération Phosphore, il y a d'abord l'idée de réduire les quantités de déchets. Si l'on pense par exemple aux déchets verts, c'est-à-dire à la végétation produite par les parcs, les arbres ou les jardins urbains, la majeure partie peut être gérée directement sur place. On éviterait ainsi les sacs plastiques, les transports, le traitement industriel, et on contribuerait à nourrir les sols. Pour les déchets de cuisine par contre, il est clair que tout ne peut pas être traité sur place. L'opération Phosphore propose donc d'innover sur la collecte. Par exemple en développant l'utilisation du vélo dans les hypercentres, en remplaçant les sacs plastiques par des récipients réutilisables, ou, comme à Barcelone et avec l'expérimentation de Roots, mettre en place un réseau de collecteurs pour les ménages et les professionnels. D'ailleurs, le modèle du Back to Roots intéresse déjà de nouvelles personnes à Bruxelles. Reste la question de l'infrastructure qui permettra de traiter toutes les matières collectées. En juillet 2019, l'accord du gouvernement bruxellois prévoit la construction d'une usine de biométhanisation. Nous sommes allés rencontrer le ministre Alain Marron pour en discuter. Avec l'obligation du tri, l'interdiction de mettre les biodéchets dans le sac blanc, on va générer du tonnage assez considérable de déchets bioorganiques qui vont aboutir dans les sacs oranges, nécessairement. Donc oui, l'accord de majorité est clair, on déploiera une usine de biométhanisation, mais ça ne peut pas se faire au détriment d'autres types d'expériences et d'autres types de solutions, comme par exemple les composts de quartier et toutes ces dynamiques citoyennes et collectives. Effectivement, elle doit être correctement dimensionnée. Si on la dimensionne trop grande, effectivement, elle peut coûter trop cher et éventuellement nuire à d'autres types de dynamiques. Or, on ne veut pas, nous, générer des flux qui soient inutiles, en fait. Si les gens peuvent composter et composter de manière collective, y compris des entreprises, y compris de l'ORECA, etc., puisqu'il y a aussi des projets en ce sens, c'est très bien. Mais elle ne peut pas non plus être trop petite, parce qu'on n'a pas envie de continuer à exporter des biodéchets qui viennent de Bruxelles vers la Wallonie ou vers la Flandre ou même ailleurs. Ça nous semble relativement absurde. On n'a peut-être pas encore un consensus à 100% partagé, mais on a déjà une vision beaucoup plus sereine de quelle serait la taille de l'installation qu'on aurait à Bruxelles. Donc on parle d'une installation de peut-être de 30 000 tonnes par an. Donc à partir du moment où on traite, disons, 30 000 tonnes par an en biodéchets de cuisine, on aura peut-être une dizaine de milliers de tonnes de compost ou de substrat qu'on peut retourner à la terre en région bruxelloise. Donc là, ça va tout changer parce qu'on crée un gisement, on crée une nouvelle ressource. Si on arrive à véhiculer le message, à communiquer clairement aux Bruxellois qu'une partie de leur alimentation est produite à partir d'un compost qui est le résultat de leur tri de biodéchets, peut-être ils vont mieux trier. Après, il y a peut-être d'autres éléments qu'on peut mettre en place pour s'assurer de la qualité de l'output, et c'est notamment de donner un regard aux agriculteurs. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place une labellisation de l'output dans laquelle, par exemple, les agriculteurs ont un mot à dire? Parce que si les agriculteurs ne veulent pas ce qu'on produit avec une biométhanisation, on va se trouver avec des dizaines de milliers de tonnes d'une matière extrêmement encombrante. Et ça va pas fonctionner du tout. Ainsi se termine notre histoire. Nous quittons des individus, des organisations et des administrations qui continueront, soyons confiants, à dialoguer et à faire les bons choix pour Bruxelles et son agriculture. Ce qui est sûr, c'est que la complexité des enjeux n'est pas une raison pour écarter les habitants et les agriculteurs de la réflexion, bien au contraire. Comprendre le système global et la complémentarité de toutes les solutions existantes pour valoriser les biodéchets, c'est la base de la motivation à trier correctement et à produire des amendements organiques de qualité. Comme la machine miracle n'existe pas, le dialogue entre les acteurs du système reste la clé du changement vers une ville et des territoires plus écologiques.